Bonjour à tous, bienvenue dans Territoire. Cette semaine, nous sommes à Alès, capitale des Cévennes. Ici, dans le nord du Gard, c'est la sous-préfecture du Gard. Nous allons visiter cette ville et notamment le Fort Vauban qui est juste derrière nous, ici sur l'image. Au travers de ce Fort Vauban, évidemment, nous allons retracer une part de l'histoire alésienne avec les Camisards, mais encore les sources minières ici, longtemps exploitées, avec notamment le Terril, cette fameuse montagne que l'on voit de très loin. Nous allons nous intéresser au Fort Vauban, qui est également un pan important de cette histoire cévenole et qui a vu passer une multitude d'occupants. Nous allons visiter tout de suite ce site en compagnie de Jacques Fiol. Nous sommes sur les hauteurs d'Alès, au Fort Vauban, en compagnie du président de l'association, Jacques Fiol. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président de l'association Renaissance du Fort Vauban. Dites-nous le nom de cette association. Oui, Renaissance du Fort Vauban d'Alès. Voilà. Et vous allez nous parler de l'histoire de ce fort ici qui a connu nombreux remaniements et déjà peut-être parler au départ, en quelle année a-t-il été érigé ce fort? Ce fort, appelé Vauban, a été érigé sous les ordres de Louis XIV en 1687-1688 pour héberger des troupes royales qui sont venues dans les Cévennes lors de la révocation de l'édit de Nantes, donc pour pallier à des troubles et pour pacifier entre guillemets la région. Louis XIV a eu besoin d'envoyer des dragons. La période de dragonnade est bien connue, puis cela a débouché après sur la guerre des Camisards à partir de 1702. Et donc ce bâtiment a été érigé en priorité pour recevoir les troupes du roi Louis XIV. Alors il a eu plusieurs vies, puisqu'elle était aussi maison d'arrêt ici après, voilà, jusqu'en 1990. Exactement. Donc toute la fin du XVIIe et tout le XVIIIe siècle, c'est un bâtiment à vocation militaire. Lorsque Louis XVI promulgue l'édit de tolérance qui redonne la liberté de culte aux protestants, ce bâtiment n'a plus de vocation à héberger des troupes et il va commencer à servir de prison dès la Révolution, puisque sous la Terreur en 1793, des gens, les Alésiens, y sont internés. Napoléon Ier va le rétrocéder à la ville d'Alès et au département en 1812. Et à partir du début du 19e siècle, le département du Gard va y ériger une prison. Et cette maison d'arrêt, cette prison, va perdurer jusqu'à 1990. Donc les derniers prisonniers ont été transférés à Nîmes fin 89, début 1990. Alors c'est un bâtiment qui appartient à la mairie d'Alès. Vous êtes l'association. Quel est justement l'objectif de votre association? Pourquoi vous l'avez créée? Alors nous avons créé cette association parce que nous nous sommes aperçus avec des amis que Alès était... comment dirais-je, des fois méconnu peut-être des gens des alentours. Et puis n'avait plus vraiment de patrimoine. Donc ce patrimoine, il en reste quand même de très beaux exemples, la cathédrale, quelques quartiers, mais le Fort Vauban était oublié des Alésiens, de par sa vocation de prison. Un petit peu délaissé, beaucoup de gens ne regardaient plus le Fort Vauban, ne le voyaient plus, et nous avons voulu réveiller un petit peu le château de la Belle-au-Bois-Dormant. Donc, c'est pas la Belle-au-Bois-Dormant, mais c'est le château que nous avons voulu réveiller. Donc, il y a une dizaine d'années, avec des amis, nous avons pensé à faire une association ayant pour but la mise en valeur du patrimoine et tout naturellement nos regards se sont tournés vers le Fort Vauban. Donc depuis 8 ans, 9 ans maintenant, nous œuvrons pour mettre en valeur et à faire en sorte que les collectivités s'intéressent à ce bâtiment et qu'un jour il y ait un devenir. Ce devenir soit le plus radieux possible pour le bâtiment et pour les Alésiens, que ça devienne, contrairement à ce qu'il a été, un lieu d'échange et de convivialité. Surtout qu'il surplombe la ville. On est sur la colline qui s'appelle la colline de la Roque. Exactement, la colline de la Roque, qui historiquement est le lieu de domination du verrou que constitue le Gardon au niveau d'Alès. Et donc dès le XIe siècle, les seigneurs d'Alès ont érigé à cet emplacement leur château. D'accord. Voilà. On va aller peut-être à l'intérieur du coup voir Bien sûr, ce fort. je vous invite.
Alors des travaux de réhabilitation vont être engagés dans les années à venir, en 2014, c'est ça? Plutôt que ça, puisque dès fin de cette année, des premiers travaux de réhabilitation, des travaux d'urgence, de sécurisation, d'étanchéité, de mise en état de la toiture vont être entrepris par la ville d'Alès, qui nommait déjà un architecte en charge de la réhabilitation du projet, de la globalité du projet. Et donc, dès fin d'année, dès décembre, les travaux sont prévus pour quelques années. Quelques années. Alors, Monsieur Fiol, expliquez-nous, nous allons entrer donc par cette porte, où est-ce que nous allons arriver? Donc nous allons arriver dans la partie qui servait de prison. Voilà, donc... Vous allez m'enfermer là? Je vais vous enfermer, effectivement. Nous allons rentrer dans l'ancienne cour du fort, qui a été aménagée pour un cours de promenade et un réfectoire. C'est par ici? C'est par ici. Alors nous arrivons dans la cour. Combien de détenus à l'époque? Alors, nous avons 50 cellules. Et donc, 3 prisonniers par cellule, ça fait 150 prisonniers potentiels dans la prison. Voilà. Donc, alors la cour n'est pas très grande, ça veut dire qu'ils venaient à tour de rôle, on n'est pas en même temps dans la cour. Tout à fait. Et puis nous avons 3 cours. Donc la grande cour intérieure du casernement a été séparée par ces bâtiments que nous voyons ici. Celui-ci servait de réfectoire pour les prisonniers. À l'époque de la prison, bien sûr, les ouvertures étaient fermées par des menuiseries et par des grilles. Et donc les moments de détente se faisaient ici, dans cette cour. L'intéressant de cette cour, c'est qu'elle nous permet d'être au pied du fort et elle nous permet aussi d'être au pied des vestiges du dernier château construit à Alès par les derniers seigneurs d'Alès. C'était les seigneurs d'Alès et d'Anduze, c'est ça? Alors, oui, ça c'est encore une histoire plus ancienne. Vous allez nous la raconter. Mais là, nous sommes plus spécialement au pied du château qui a été reconstruit par le baron Jacques de Cambis dans les années 1640. Une fois que Louis XIII et Richelieu, après l'édit d'Alès, ait fait raser les anciens châteaux forts d'Alès, les anciens châteaux justement des seigneurs d'Anduze et des Pelés. Nous poursuivons notre visite du Fort Vauban en votre compagnie, Jacques. Alors nous voici dans une 3e cour. Tout à fait, la dernière cour. Donc cette cour est à peu près d'égale superficie que les autres, mais l'intérêt pour nous aujourd'hui, c'est qu'elle nous met au pied de la façade du dernier château construit par le baron de Cambis à Alès, où vous voyez donc de grandes fenêtres, de grandes ouvertures. Ces ouvertures ont été quelque peu remaniées parce qu'au départ elles étaient à meneaux, mais elles ont été obturées. Et surtout, nous avons comme intérêt de nous trouver devant la porte d'entrée de ce château. Ici, face à nous, nous avons cette porte. Ici, on en devine, le pied droit, le linteau. Et au-dessus du linteau, on a une grande pierre blanchâtre. Eh bien, c'était la position du blason du Seigneur. Donc, lorsque Louis XIV va récupérer les bâtiments pour en faire le fort tel que nous le connaissons aujourd'hui, eh bien, le seigneur de Cambis, quand il est parti, il a récupéré son blason, comme un peu nous faisons aujourd'hui quand nous changeons d'appartement, on enlève notre nom de la boîte aux lettres ou de la sonnette. Eh bien, pour un seigneur, c'est pareil, on ne laisse pas son blason. Et voilà, donc aujourd'hui, nous avons le dernier vestige. Bien sûr, cette porte a malheureusement été obturée par les bâtiments organisés lors de la prison. Nous espérons prochainement pouvoir débarrasser la cour de tous ces bâtiments et redonner comme entrée et revie à cette porte, la réouvrir. Parce qu'à l'arrière, nous allons avoir une belle surprise que je vous réserve, parce que nous avons un chef-d'œuvre d'architecture derrière cette porte.
Alors ici on parlait des détenus parce qu'il y a eu beaucoup de détenus qui ont fait diverses peines et vous avez eu l'occasion de voir d'anciens détenus qui sont venus visiter le site. C'est étonnant ça comme Effectivement, lors des visites que nous organisons régulièrement pour les journées du patrimoine ou des visites organisées, nous avons eu la chance d'avoir une ou deux personnes qui nous ont avoué avoir fait un séjour, certainement pas des bandits de grand chemin, mais de gros délits, et revenir soit personnellement pour voir un peu l'endroit où ils étaient, ou pour montrer à leur famille cette prison. Un moment de leur vie passée et finalement d'assumer cette part de leur existence. Exactement, et pour nous ça a été un témoignage touchant, parce que... c'est vrai que c'est pas courant. C'est pas courant, voilà, d'avouer qu'on était en prison. Bon, on va aller voir ce joyau derrière alors. Exactement. Voilà notre surprise. Aha. Il s'agit de la cage d'escalier principale du château. Cette cage dessert tous les appartements des gouverneurs de la forteresse tout le XVIIIe siècle. Et puis c'est aussi par cette cage d'escalier que transitaient les prisonniers, puisque nous avons des cellules sur 3 niveaux de la prison. Donc voilà, cette cage a vu à la fois des seigneurs, des maréchaux de France et aussi des prisonniers. Toutes sortes de personnes différentes. Donc cette cage est le témoignage de l'architecture de la fin du XVIIe siècle. Un soin tout particulier à la décoration y a été apporté. C'est donc le témoignage d'une époque faste. C'est le roi qui organise ce fort, et donc il faut que ce bâtiment soit à son image. Donc nous avons de riches décorations en pierre taillée. Et nous avons ici des matériaux nobles pour la construction de cet escalier, puisque les marches sont d'un seul tenant en pierre et elles font 2 mètres de large. Donc il s'organise sur 3 niveaux et il dessert jusqu'à la toiture, puisqu'à la toiture se trouve le pigeonnier, qui était à l'époque le moyen de communication, tel qu'aujourd'hui on a l'email ou le fax. Il fallait envoyer les pigeons à l'époque. Voilà. Donc nous avons aussi une vue sur la cour. Voilà. Donc là malheureusement on voit que les bâtiments sont en piteux état, les anciens bâtiments de la prison, mais que peut-être dans le devenir, cette cour débarrassée de ces bâtiments permettra d'offrir aux Alésiens un espace de rencontre et de culture. C'est le but, c'est ce que vous voulez à l'association. C'est un des buts de notre association, c'est-à-dire faire de ce bâtiment qui était un lieu de répression, un trait d'union, un lieu d'ouverture, de culture, voilà, pour la ville d'Alès. C'est l'heure de notre rubrique recette du jour. Nous sommes à Saint-Privat-les-Vieux, à l'atelier gourmand. Je vais à la rencontre de la responsable des lieux, Gladys. Bonjour. Bonjour. On va aller voir le chef en cuisine, oui, Sébastien. Voilà. Il est prêt, on peut y aller? Je vous laisse aller en cuisine. Merci. Bonjour Sébastien. Et bonjour. Qu'est-ce que vous allez nous préparer? Alors un dessert. Alors aujourd'hui, oui, on va se mettre sur le sucré et on va préparer une mousse au chocolat avec une sauce au caramel. Un petit biscuit brownies aux noisettes. Elle est particulière parce qu'en fait c'est la méthode inversée. C'est-à-dire qu'en fait on ne va pas utiliser les blancs mais les jaunes d'œufs. On va appeler ça, quand on est dans le côté professionnel, la pâte à bombe. C'est une recette qui sera peut-être un peu moins fort en chocolat, qui donnera une sensation de chocolat lacté, mais par contre beaucoup plus digeste et relativement gourmande. C'est quelque chose qu'on peut reprendre sans cesse. C'est vraiment une bonne préparation. Ça satisfait quand même les gourmands. Bon, oui, alors on va vous regarder, on va voir les ingrédients avec vous. Alors il nous faut des noisettes, je vois, la farine, du sucre. Voilà, je fais une recette relativement simple, donc bien sûr on va en prendre en premier le chocolat, le beurre. On va le faire fondre au bain-marie et après on va donc s'occuper des œufs, des noisettes qu'on va torréfier. Allez, c'est parti pour le bain-marie. Le chocolat et le beurre qui a été grossièrement coupé, on le laisse sur le coin du feu. La vapeur va se faire son travail et le bain-marie donc va tout simplement se réaliser. Nous en parallèle, on va torréfier les noisettes. Donc je mets les noisettes dans la petite poêle. Torréfier, ça ne veut pas dire brûler, il faut vraiment faire attention à ça. On va mettre ça sur le coin du feu, à feu vif pour démarrer.
Du coup, le fait de les torréfier, ça leur donne un goût différent? Oui, ça va leur l'écorcer un petit peu. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on va justement enlever un petit peu l'amertume qu'on peut avoir dans ce produit. Alors d'un mouvement circulaire, on vient quand même assez fréquemment le remuer pour éviter justement d'avoir une partie de la noisette qui soit brûlée. Donc pour ce biscuit brownies, on va avoir besoin donc de farine, de sucre et ici donc d'œufs que j'ai déjà préparés. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire au batteur monter la crème fraîche. Simplement, il faut par contre utiliser une crème de minimum 33% de matière grasse. C'est ce qui fait la différence, sinon ça ne montera pas. Donc là, j'incorpore cette crème liquide qui est froide. Et le batteur maintenant va faire le travail. Ça pourrait se faire à la main, mais c'est plus physique. Donc les noisettes sont largement torréfiées. Maintenant, je vais les mettre sur plaque pour qu'elles refroidissent. On va concasser un tout petit peu nos noisettes. Donc pour ça, j'utilise une petite casserole et tout simplement un rouleau à pâtisserie. Donc là, on va libérer vraiment le goût et on va rendre un produit un petit peu plus léger dans le brownies, dans le biscuit. Donc voilà, là on est très bien. Donc nous ici, notre bain-marie, donc je vais pouvoir l'arrêter. Je l'arrête maintenant, même si c'est pas complètement fini, tout simplement parce qu'il y a quand même une source de chaleur qui est très importante. Regardez, quand je soulève la casserole, vous allez voir dessous la vapeur qui s'en dégage. Donc voilà, il y a largement de quoi encore avoir de la chaleur afin d'arriver à la fonte, disons, parfaite de nos produits. Alors, on va continuer notre assemblage sur le biscuit. Là, je mets les œufs en premier, que je vais légèrement blanchir avec le sucre. Voilà, parfait. Donc cette base-là, elle est prête. Je vais maintenant chercher l'autre chocolat qui est fondu. Il y a encore pas mal de chaleur qui s'en dégage. Voilà, donc là on a un chocolat bien fondu avec le beurre. Là on peut constater donc en parallèle que notre crème est montée. Ça suffit, il ne faut pas aller plus loin. Si vous allez à un stade supérieur, eh bien elle va redescendre et on va obtenir du beurre. Et ça c'est la catastrophe en cuisine. Donc à éviter. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est incorporer mes noisettes dans le chocolat. Là je l'incorpore dans mon chocolat, tout simplement. En parallèle de ceci, on a le jaune d'œuf avec le sucre bien blanchi. Je vais lui incorporer donc la farine. Alors pourquoi je ne fais pas l'inverse? Pourquoi je ne le mets pas dans le chocolat? Parce que je ne prends pas de risque en faisant dans ce sens-là. J'aurai jamais aucun grumeau. Il étaille le fouet là, il est ouais. Voilà, et maintenant dans le chocolat. Là ça commence à avoir du goût, c'est un bon parfum. On va le cuire, mais juste ce qu'il faut au four. On va vraiment faire une, j'allais presque dire même mi-cuit, pour vraiment avoir ce côté gourmand en bouche. Maintenant, je le plaque. Alors j'ai ici une plaque qui est déjà préparée, avec un petit papier sulfurisé. Après, si vous n'avez pas de papier prévu pour la cuisson, un petit peu de pinceau avec de l'eau et du beurre, un coup de farine par-dessus. Vous essorez comme ça pour pas qu'il y ait d'excédent de farine. Et c'est parti. Ça fait une belle coulée là. Donc là, le biscuit, je l'étale. Alors, je démarre toujours les angles en premier. Je vais chercher les 4 coins. Une fois que j'ai les 4 angles qui ont été à peu près égalisés, je vais revenir au centre. Alors forcément, il y a encore de beaux morceaux de noisettes, donc il faut faire attention de ne pas trop l'aplatir. Et là, c'est parti pour la cuisson. Donc j'ai mis le four à préchauffer à 200 degrés et on est parti pour une quinzaine de minutes pour un mi-cuit. Voilà le biscuit. Le biscuit étant en train de cuire, nous passons à l'étape numéro 2, qui est donc la mousse au chocolat, méthode inversée. Donc j'ai besoin de jaune d'œuf, donc ici préparé, un quart bien sûr de chocolat. J'ai ici ma crème fraîche, donc qu'on aura au préalable montée, donc qui est ferme. Je vais donc tout simplement prendre mon chocolat, même méthode que tout à l'heure, fonte au bain-marie, c'est la valeur sûre. Et on va travailler notre jaune d'œuf avec du sucre blanchi, même préparation que pour le biscuit. Vous voyez, c'est relativement simple. Ça va, pas trop mal au bras? Non, ça alors c'est une histoire d'habitude.